Je suspends. Il y a de l'eau disponible.
Bien, nous sommes de retour. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir accepté cette petite suspension pour nous permettre d'aller voter dans l'hémicycle. Monsieur Balderelli, peut-être pour la poursuite de vos propos en réponse aux questions de madame la rapporteure. Je vous en prie. Il me semble important de revenir pour répondre aux questions que vous avez posées, madame la rapporteure, sur l'étude de 2006-2007, de rappeler la temporalité des décisions afférentes à la réalisation de cette autoroute. En 2006-2007, alors on va poursuivre nos recherches, mais véritablement, on n'a pas retrouvé les éléments qui ont été évoqués par monsieur le ministre Perben. En 2006-2007, ce qui a été décidé, ce n'est pas de réaliser une autoroute, ce qui a été décidé, c'est de soumettre à la concertation et d'étudier l'opportunité de réaliser l'aménagement en recourant à une autoroute à 2 fois 2 voies. Donc on a eu, en novembre 2006, une consultation des acteurs du territoire et au 31 janvier 2007, une décision ministérielle qui va lancer la concertation sur l'opportunité de la mise en concession du projet. Donc on est bien sur une décision, sur des études qui visent à éclairer l'opportunité de cet aménagement. Voilà. La décision ministérielle ? Les études qui ont été lancées, les études qui ont été commandées le 31 janvier 2007. Parce que avant le 31 janvier 2007, on est sur des éléments qui... on n'a pas retrouvé d'études avant janvier 2007 sur cette mise en concession, ce qui est assez logique, puisqu'en réalité, le ministre commande la réalisation de ces études le 31 janvier 2007. Études qui vont déboucher, donc qui vont se traduire par une concertation entre octobre 2007 et janvier 2006, qui vont donner lieu à un débat public. Débat public qui est lancé par une saisine de la CNDP le 23 décembre 2008. Donc, en réalité, avant cette date, par définition, la décision d'opportunité n'est pas prise. Et c'est bien sur les suites du débat, donc une fois qu'on a le bilan du débat public, que le ministre va pouvoir prendre une décision. Donc c'est une décision ministérielle du 25 juin 2010 qui décide que le principe de l'achèvement de la mise à 2 fois 2 voies de la liaison entre Castres et Toulouse selon l'itinéraire RN 126 par mise en concession autoroutière est retenu. Les études préalables à la déclaration d'utilité publique seront poursuivies en ce sens. Donc en réalité, on a bien une mise en concession qui est décidée, le principe est retenu en 2010, suite au débat public. Donc on est bien sur une articulation des études et des décisions qui suivent d'ailleurs ce qui est prescrit par le Code de l'environnement. Donc on a des études d'opportunité qui vont permettre d'éclairer une décision. On a une phase de concertation du public avant le débat public lui-même, et on a des décisions d'opportunité. Après ces éléments, on est sur un travail en entonnoir qui va permettre de préciser le fuseau, le choix de tracé, et ce qui va aboutir aux études préalables à la déclaration d'utilité publique. Vous êtes également revenu sur les alternatives. Dans le cadre du dossier d'enquête, dans le cadre des études préalables et du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les services de l'État, l'ADREAL, l'État qui était maître d'ouvrage à l'époque, a analysé l'alternative mise à 2 fois 2 voies, la RN 126. Ces études sont tracées dans le dossier d'enquête. Si vous n'avez pas s'il n'est pas en votre possession, bien évidemment, on vous le communiquera. Et on a une analyse comparative qui fait apparaître de manière assez claire la meilleure performance de la mise en concession par rapport à l'aménagement sur place de la RN 126. Concomitamment à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, une étude d'aménagement, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, une étude d'aménagement partielle est évoquée. Donc, comme cette étude a été déposée concomitamment à l'enquête publique, elle n'a pas été analysée avant par les services de l'État et l'analyse n'a pas été présentée à l'enquête publique. Ça a été relevé par le commissaire enquêteur et dans le cadre des éléments qui ont fondé la déclaration d'utilité publique, l'ADREAL a analysé ce scénario alternatif et a conclu que ce scénario alternatif
d'une part, avait des impacts environnementaux importants, et d'autre part, ne permettait pas de réaliser, d'obtenir les objectifs fonctionnels qui sont recherchés par l'autoroute, et notamment en termes de sécurité. On parle d'aménagement à 3 voies, c'est-à-dire on a des créneaux à 3 voies, où on est sur un aménagement qui est dangereux. Donc en termes de sécurité routière, on a des inconvénients majeurs qui ne sont pas ceux qu'on a sur l'autoroute. Dans le cadre du bilan socio-économique de l'autoroute, on a ces gains de sécurité qui pèsent pour une part assez importante. Donc on a plus de 100 millions d'euros de gains socio-économiques au titre de l'amélioration de la sécurité. Le concessionnaire, lorsqu'il a lui-même fait son dossier pour l'autorisation environnementale, donc qui a donné lieu à une enquête publique, a actualisé ces études qui avaient été faites par l'État. Donc on a bien, à chaque étape des procédures, on a bien une analyse, conformément à la réglementation, des alternatives qui apparaissent pour le projet, et on a bien à chaque étape, préalablement aux décisions, l'autorisation environnementale, la déclaration d'utilité publique, l'ensemble des analyses qui ont été faites. L'avis de l'autorité environnementale de 2016 préalable à la DUP a été pris en compte dans le dossier d'enquête qui a été préparé par les services de l'État, et ce qui est ressorti de l'enquête publique également a été pris en compte. Enfin, on l'a vu d'ailleurs, suite à l'enquête publique, on a d'ailleurs quelques aménagements du projet. On a le diffuseur de Morins-Scopon qui réapparaît, c'est une réserve de la commission d'enquête. On a 3 réserves de la commission d'enquête qui donnent lieu à des traitements par les services de l'État. Donc le diffuseur de Morins-Scopon, l'aménagement au niveau de Puy-le-Reims d'un barreau. Alors non, ça c'était dans l'enquête publique. Ça c'était déjà prévu dans l'enquête publique. On a un engagement qui est pris sur un accompagnement financier à la charge du projet des itinéraires qui traversent Puy-le-Reims et Soualle. Et le demi-échangeur de Verfeil, merci, à l'ouest du projet, qui permet de faire en sorte que pour les riverains de Verfeil, on puisse utiliser la RD 20 qui est sous l'emprise de l'autoroute, puisse être utilisée gratuitement par les usagers. Donc on a bien à chaque étape la prise en compte des éléments, enfin toutes les étapes de concertation apportent des enrichissements du projet. Alors le diffuseur de Morins-Scopon est assez rigolo puisque c'est quand même un diffuseur dont le principe avait été écarté dans des phases plus amont de concertation et qui revient à la fin du projet lors de la déclaration d'utilité publique. Donc une fois qu'on a la déclaration d'utilité publique, le projet dans ses fonctionnalités est figé, et ce sont bien ces fonctionnalités qui sont imposées au concessionnaire. Lui, après, il va améliorer l'insertion environnementale, il va améliorer les études et les évolutions technologiques dont on a parlé. Les études de trafic, vous avez également posé la question des études de trafic. On a des études de trafic qui ont été faites par l'État, ultimement, dans les études préalables à la déclaration d'utilité publique. Ces études ont été reprises. Alors, ultérieurement, le concessionnaire les a reprises à son compte. Les modifications qui ont été faites par le concessionnaire sont assez marginales par rapport à ces études de trafic et n'ont pas, à ma connaissance, changé les ordres de grandeur des trafics tels qu'ils sont prévus pour le projet, et donc par voie de conséquence ne change pas les éléments d'impact, que ce soit en termes de bruit, d'air et santé, et de gaz à effet de serre, mais je pourrais laisser Monsieur Gerlinger préciser plus avant comment celui-ci a mis à jour les études de trafic. En tout cas, l'État, lui, une fois que le contrat de concession est signé, ne remet plus à jour les études de trafic, puisque ça devient la responsabilité du concessionnaire. Monsieur Gerlinger, peut-être pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Effectivement, peut-être quelques compléments par rapport à ce que vient de dire M. Balderelli, mais aussi des réponses à des questions que vous avez posées auxquelles je n'ai pas répondu dans le propos liminaire et aux propos que vous venez de tenir aussi à l'instant. Peut-être revenir du coup effectivement sur les exploitants agricoles qui sont présents sur le tracé. Moi, je confirme que c'est bien une centaine sur le tracé. Le 180, 190 que vous évoquez, c'est sur l'ensemble de l'aménagement foncier, hein, qui effectivement intègre l'ensemble des agriculteurs à l'échelle de l'ensemble des communes du coup concernées. Donc, concernant ensuite la finalisation des acquisitions foncières qui sont en cours, j'ai peu d'inquiétude sur le fait que
qu'on arrive à finaliser sans être obligé d'activer beaucoup d'expropriations, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, parce qu'on n'est pas loin de finaliser, de signer beaucoup de documents. On est à 86% aujourd'hui de finalisation des acquisitions. Donc je pense qu'on est proche effectivement de la fin des discussions amiables. Sur la 126, nous avons effectivement repris les éléments publics connus concernant la 126. Moi, je n'ai pas d'études détaillées de la Dreal par rapport à la question que vous me posiez, mais en tout cas, on a repris ces éléments. On a reçu la démonstration, donc... Enfin, on a repris ce que disait la Dreal et on l'a réactualisé en refaisant nous-mêmes les études. Voilà ce que je voulais vous dire pour être précis. Je ne réponds pas sur les pratiques habituelles en termes de préparation des offres et d'annexe 12 biffé. On en reparlera plus tard. C'est ce que j'ai compris. Du coup, je reviens aux questions pour compléter ce que disait M. Balderelli sur l'avis de l'AE, l'autorité environnementale de 2016. Je vais indiquer d'emblée que nous en avons tenu compte dans l'actualisation de l'étude d'impact que nous avons fait et déposée en 2022. C'est vrai que nous avons actualisé tous les éléments sur les milieux naturels, sur les zones humides, sur les trafics, sur les accidents, sur l'hydraulique et les cours d'eau, les aspects réglementaires, sur l'impact du projet, sur le bilan carbone que nous avons réactualisé à cette occasion. Donc ça, c'est ce que nous avons déposé dans notre dossier début 2022, réactualisé en juin, et nous l'avons encore actualisé à l'issue de l'avis de l'autorité environnementale qui a eu lieu, à ma connaissance, en septembre 2022. Nous en avons tenu compte, effectivement, en apportant des réponses à l'ensemble des recommandations qui ont été faites par l'autorité environnementale et avec des compléments lorsque c'était opportun. Je peux citer par exemple l'étude de trafic, effectivement, que nous avons mis à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique. Nous avons aussi amélioré les émissions routières, la prise en compte des émissions routières actualisées avec les dernières réglementations, comme le suggérait l'autorité environnementale. Nous avons actualisé le bilan socio-économique et nous avons, comme je disais, répondu à l'ensemble des recommandations qui nous semblaient tout à fait légitimes et je pense que c'est un élément effectivement important dans la discussion des procédures et dans l'évolution des procédures que ces avis on en tienne compte. Je saute du coup effectivement, même si ce n'est pas dans l'ordre de vos questions, à l'avis du CNPN qui effectivement a signalé un moment que nous avons écrit que les terres agricoles étaient des terres artificialisées. L'avis du CNPN était intéressant à ce titre parce que ça nous a permis effectivement de préciser notre pensée et le travail qui a été réalisé. Bien entendu, nous avons tenu compte du fait que c'était des zones anthropisées et non pas artificialisées, que du coup ils avaient une valeur. Nous avons tenu compte du potentiel de réactivation, ça fait partie du dossier. Et nous avons effectivement des mesures compensatoires aussi par rapport à l'impact agricole. C'est vrai qu'il y a à peu près 300 hectares de terres agricoles qui vont être prélevés par rapport à la ville d'autoroute. Il y aura aussi des compensations par rapport aux impacts environnementaux de ces 300 hectares en moins. C'est vrai que nous allons, à titre d'illustration, réaliser des mesures compensatoires par des conventionnements avec des agriculteurs à proximité du tracé sur à peu près 300 hectares où ça va être des terres, des zones agricoles existantes qui vont aller vers des pratiques moins intenses, moins intensives, et des évolutions de pratiques, la mise en place de haies paysagères, ce type de choses, pour également compenser l'impact des prélèvements agricoles. Bon. On est sur deux salles en même temps. Donc dites-moi, d'accord. Sur les études de trafic, M. Balderelli l'a dit, effectivement, nous avons réactualisé et refait même les études de trafic complètes. Nous sommes arrivés à peu près au même résultat que la DUP, légèrement supérieur, mais en tout cas ce sont les études indépendantes qui ont été faites, et avec les derniers standards aussi. On nous interroge parfois sur le fait, est-ce que vous avez tenu compte du fait des changements de pratique, du covoiturage, du télétravail. C'est vrai que nous avons fait notre étude de trafic après le Covid, et donc nous avons tenu compte de ces éléments dans notre étude de trafic, et nous avons obtenu à peu près les mêmes chiffres. C'est vrai que les configurations étaient aussi un peu différentes, il y a les échangeurs supplémentaires qui permettent de mieux irriguer le territoire. Donc tout ça a été pris en compte et actualisé au final. C'est vrai que nous avions aussi un enjeu, nous, c'est de nous sécuriser par rapport au projet, par rapport à nos prêteurs, les banques qui nous prêtent de l'argent, à nos actionnaires. Donc l'étude de trafic est pour nous un élément structurant, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Dire un petit mot sur les aménagements fonciers, les ex-remembrements, sur le fait que certes ces deux procédures séparées qui se mènent en parallèle, mais quand même dire qu'il y a eu un travail d'interface entre les deux. C'est vrai que nos études d'impact, leurs études d'impact ont été croisées et on en a tenu compte chacun respectivement dans nos projets, ce qui montre la bonne intégration. Pardon, les études d'impact entre qui Nos études d'impact, enfin nos études de l'état initial environnemental et les leurs,
C'est vrai qu'on les croise pour vérifier s'il n'y a pas des choses dont on n'a pas tenu compte, en tenant compte du fait qu'eux aussi ont produit des études environnementales sur le territoire. Peut-être préciser que c'est justement hors procédure d'expropriation ou de cession amiable. Oui, c'est question c'est ça qui est intéressant. d'aménagement C'est-à-dire que foncier. L'aménagement foncier, c'est quelque chose qui est effectivement intéressant, dans la mesure où effectivement ça permet de libérer le foncier nécessaire pour la trace, sans être amené à exproprier des personnes, parce qu'elles retrouvent à peu près le même potentiel que ce qu'elles avaient avant, configuré légèrement différemment, avec des réserves foncières qui sont Quand on est faites avec aussi. l'inclusion d'emprise. Exactement, avec des réserves foncières qui sont faites aussi avec la SAFER, avec qui nous travaillons, et que nous sommes arrivés, nous avons conventionné avec la SAFER pour faire des réserves foncières, et ainsi pouvoir les utiliser pour éviter qu'il y ait des pertes pour les personnes qui libèrent des terrains pour l'arrivée de la trace de l'autoroute. Donc le CNPN et l'artificialisation des terrains, j'en ai parlé. Et ensuite, il y avait une... Pardon, Oui. c'est agaçant, ça. Est-ce à dire, puisqu'on est sur la question de la compensation, est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous considérez que vous avez suffisamment de maîtrise foncière pour la totalité des compensations, de quelque nature que ce soit et pour quelque qualité de terre que ce soit y compris avec la SAFER, j'imagine. Oui, c'est... On peut pas y arriver. Peut-être ce que je vous propose, Oui, pardon. vous finissiez votre propos, vous finissez de répondre aux premières questions. Madame la rapporteure, qui était présidente, je vous redonnerai la parole si vous le souhaitez, mais qu'on puisse avoir quelque chose qui soit structuré. J'ai des collègues qui attendent de pouvoir poser des questions aussi également, s'il vous plaît. Je vais quand même répondre à cette question pour dire qu'effectivement aujourd'hui, la maîtrise foncière, qui est un élément structurant pour engager les mesures compensatoires, nous sommes effectivement en bonne maîtrise foncière des terrains nécessaires. Oui. Donc ça c'est alors soit par acquisition, soit par conventionnement. Il y a deux méthodes de travail, des conventionnements dans la durée. Je crois que vous avez évoqué en particulier les ORE, les obligations réelles pour l'environnement, qui sont des sujets intéressants dans la mesure où ils permettent de sécuriser encore plus la vocation de terrain, des vocations théoriquement sur 99 ans. On a effectivement eu une difficulté, c'est que notre convention, elle ne va que sur 55 ans. Donc moi, je ne pouvais m'engager que sur 55 ans. Mais je n'ai pas de doute que l'État, dans 55 ans, il remettra peut-être en concession, il reportera des ORE sur le futur concessionnaire. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura en tout cas, on a travaillé à l'échelle de la concession à ce stade, quoi. Donc voilà pour répondre. Et puis, vous aviez posé une dernière question sur comment s'est passé le dernier comité de suivi des engagements de l'État. Donc, je veux dire effectivement qu'on a ce dernier comité qui a eu lieu le 18 décembre, qui a lieu tous les ans de 2023. Dire qu'effectivement, la façon dont ça se passe, c'est qu'on présente l'actualisation des travaux, on rappelle tous les engagements de l'État dans le cadre des dossiers, soit sur les milieux physiques, soit sur les milieux naturels, soit sur les milieux humains. Et pour chacun d'entre eux, on dit où nous en sommes pour respecter ces engagements. Je devrais une subvention là. Non. Oui, mais on peut peut-être pas suspendre à chaque fois qu'il y a un scrutin public. Bah, sur les suppressions, oui, l'amendement de suppression. Oui. Oui. Moi, je suis pas. Enfin, on est en pleine commission d'enquête. Non, Chacun a pris ses dispositions pour. Bien, mais ce sont des amendements de suppression, c'est pas. J'ai Oui, mais rien dit sur les autres. d'un certain nombre de dispositions et pas de l'article en tant que tel. On va pas supprimer à chaque fois. Je veux dire. Oui, d'accord. J'espère, chers collègues, que vous aurez la même mensuétude les jours où nous aurons notre niche. D'accord. Oui. Ok. Écoutez, on va suspendre 5 minutes. Si